dossier très sensible, l'affaire Outreau. On en a beaucoup parlé ici à l'Assemblée nationale. Une affaire sans précédent dans les annales judiciaires, une affaire pédocriminelle, faut-il se rafraîchir la mémoire, qui se passe à Outreau, qui est une ville près de Boulogne-sur-Mer. L'affaire débutant en 2000, affaire où des enfants maltraités, violés, racontent leurs sévices à la police, puis au juge. Des témoignages qui vont faire l'effet d'une bombe, on va y revenir dans quelques instants. On parle même d'enfants tués à cette époque, 17 personnes accusées, condamnées au procès de Saint-Omer. Là, nous sommes en 2004. Et puis, changement de décor et de rythme, l'affaire prend une autre tournure avec les déclarations de Myriam Badawi. Elle innocente certains accusés, des accusés victimes, et bien selon les médias, d'une immense erreur judiciaire, victime aussi du délire des enfants. On reviendra sur la parole de l'enfant, c'est important, et victime du juge Burgot. Vous le voyez derrière moi en gros plan, un homme dur et incompétent, disaient les médias à l'époque, depuis quelques semaines, et c'est l'occasion de cette émission ce soir. Et bien des journalistes ont décidé de proposer un autre regard, une autre analyse sur cette affaire, peut-être une vision moins manichéenne. On reviendra évidemment sur ce débat. Et si ces acquittés d'Outreau n'étaient pas tous blancs, et si la justice, une nouvelle fois, s'était trompée une deuxième fois. On va y revenir dans quelques instants. Jacques Thomé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef à l'AFP, et vous sortez ce livre, qui est une claque, Retour à Outreau, contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle. L'éditeur, c'est Contre-Culture. On reviendra sur tout ce que vous racontez. Vous dites dès le début que vous avez dépouillé les 30 000 pages de ce volumineux dossier Outreau, et il y a des moments, des révélations fortes, notamment sur la parole de l'enfant. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Jacques Thomé, je suis donc en retraite, j'ai passé toute ma carrière à l'AFP, mais essentiellement à l'étranger, plus de 18 ans à l'étranger. J'ai commencé à Nice, mais un tout petit peu dans un quotidien qui s'appelle plus Le Provençal, à Manosque, donc tout près d'ici. De la direction se trouve à Marseille. Et donc, après avoir passé toute ma carrière à l'agence, je me suis retrouvé en retraite et j'ai continué à avoir un blog pour continuer à faire un travail journalistique, et notamment sur l'Amérique du Sud que je connais comme ma poche, puisque j'ai écrit deux livres dès que je suis parti en retraite sur les scandales de l'affaire Ingrid Betancourt, puis deux autres bouquins que j'ai connus, puisque j'ai dû m'occuper longtemps de cette prise d'otage en dehors du travail qu'on avait sur ce qui se passe dans cette région. Je m'occupais également du Venezuela, puisque je connaissais bien Chavez, que j'ai interviewé. Donc j'ai couvert le coup d'État contre lui en 2002, et l'Équateur, il y a aussi beaucoup de coups d'État. Et donc je me suis retrouvé en France, après avoir écrit ces bouquins sur la Colombie et l'agence, cette magnifique entreprise où nous sommes tous des anonymes, mais qui constituent le travail, qui représente, ce que vous ignorez peut-être, à peu près 95% de ce que vous lisez les journaux sur ce qui se passe à l'étranger, puisque les journaux comme La Provence n'ont aucun correspondant à l'étranger. Ça a été de plus en plus comme ça, y compris pour des grands journaux comme Le Monde ou Le Figaro. Voilà. Et donc, j'étais donc en train de poursuivre mon enquête sur l'Amérique du Sud lorsque j'ai assisté à un colloque sur le conseil d'un ami d'enfance qui est actuellement président de cour d'assises en France, qui m'a dit: tu devrais venir à ce colloque, vous allez en entendre parler, je crois que c'est vers la fin, enfin je ne sais plus à quel moment, dans le film, où vous verrez notamment Pierre Jox qui y était, et tu devrais y venir parce qu'apparemment il y a une mystification dans l'affaire d'Outreau. Bon. Moi, ça m'intéresse, donc je suis allé, et là j'ai découvert que la vérité officielle qui vous avait été représentée à nous tous et ainsi qu'à tous les Français, n'était certainement pas celle qui correspondait à la réalité. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, et donc à enquêter. Et là, j'ai donc, grâce à mes contacts, obtenu les DVD des 3200 pièces judiciaires qui présentent 30 000 pages de textes à lire en audition d'enfants, de témoins et d'adultes. Ça m'a pris 4 mois à raison de 10 heures par jour pour arriver au bout de la seule étude de ce qui a été dit dans l'enquête qui a commencé en février 2001,
jusqu'à la fermeture du dossier en juillet 2003, avant les procès de Saint-Omer de 2004, puis en appel à Paris en 2005, décembre 2005. Donc, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, c'est pour vous situer le contexte. J'ai été tellement horrifié parce que j'ai découvert chaque jour dans toute cette masse de dossiers, c'est que c'était non seulement pas la vérité que on vous a livrée dans les médias et au niveau politique quand vous avez vu à quelle hauteur politique c'est monté jusqu'au sommet de l'État, c'est plus qu'une divergence, une différence, c'est pour moi une véritable imposture d'État que j'ai découverte. Et à partir de ça, ayant commencé à lancer un blog pour expliquer ce que je faisais, ce que j'allais faire, j'ai commencé à recevoir des tonnes de courriels sur ma messagerie, et où j'ai découvert que depuis Outreau, les enfants n'étaient plus entendus lorsqu'ils étaient victimes de viol en France, que non seulement ils n'étaient plus entendus, mais que dans la plupart des cas, quand une mère osait porter plainte pour viol contre son enfant par un proche, que ce soit le mari ou le grand-père ou l'oncle ou le cousin, eh bien non seulement il y avait dans la plupart des cas pas de conséquences pour le prédateur, mais qu'en plus l'enfant finalement était mis par la justice dans un foyer, et de plus en plus de cas que vous verrez, y compris dans mon livre, ici, qui est ici, je vais vous en reparler, et dans beaucoup de cas remis, y compris aux prédateurs, au terme de décisions judiciaires totalement incompréhensibles. Donc c'est ce qui m'a motivé pour continuer à enquêter, parce que il faut absolument aujourd'hui qu'une grande mobilisation se fasse pour qu'éclate enfin la vérité sur non seulement Outreau, qui n'est qu'une pointe de l'iceberg, mais sur l'immensité du scandale impuni de la pédophilie. Je ne dis d'ailleurs plus le mot pédophilie, du scandale de la pédocriminalité en France qui touche un nombre incalculable d'enfants. On parle aujourd'hui de 260 000 enfants par an. Officiellement, les chiffres officiels des offices nationaux parlent de 15 000 enfants. Quand vous savez la difficulté pour un petit enfant, sans parler des bébés, puisqu'il y a même des bébés qui sont violentés, leur difficulté à s'exprimer pour dire de telles choses, c'est bien facile de comprendre que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Voilà, je ne veux pas être plus long, que vous voyez le film, et ensuite nous allons entreprendre une discussion, encore une fois, qui sera totalement dans le cadre d'un échange où j'espère vous révéler, si vous n'avez pas le livre, je vous révélerai un tas de choses que vous ignorez, qui sont le fruit de mes recherches. Aucune des lignes que j'ai écrites ici ne correspond à des interprétations, à des commentaires de ma part. Ils sont le fruit uniquement de ce que j'ai découvert dans ces 30 000 pages, dans les autres milliers de pages de dossiers complémentaires d'Outreau, totalement inconnus du grand public, donc de vous, ce qu'on appelle les Outreau bis, où des adultes concernés par l'affaire d'Outreau principale sont concernés, où des enfants concernés par l'affaire d'Outreau principale sont également cités. Ça a eu lieu après le dernier appel d'Outreau en 2005. Alors, concernant mon livre, et je conclus pour l'instant, c'est qui s'appelle Retour à Outreau, contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle. Il est publié chez Contre-Culture, K-O-N-T-R-E, un autre K, Culture. Non seulement les éditeurs se sont dégonflés, ont eu peur, n'ont pas eu le courage, mais maintenant, lorsque j'ai contacté tous les grands médias, et je connais pas mal quand même de journalistes, même si j'ai passé la majeure partie de ma carrière à l'étranger, je l'ai envoyé notamment à la nouvelle directrice du Monde, qui m'avait interviewé lorsqu'elle était journaliste de base à propos de l'affaire de Betancourt et de mes livres. Eh bien, la journaliste à qui elle m'a dit d'envoyer le bouquin, et à qui je l'ai remis, n'a jamais écrit une seule ligne, n'a jamais me répondre. Et ainsi de suite, je peux vous citer le nom de tous les grands médias que j'ai écrits,
le patron de Libération, le patron du Point, le patron de l'Express. Ça ne vous étonnera peut-être, mais un monsieur qui fait aujourd'hui la une d'une nouvelle revue, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de lui faire de la pub, qui parle de monsieur Edoui Plenel, président. Il faut que vous sachiez qu'il y a 3 mois, mars, avril, mai, mai est fini. Ça fait 3 mois que j'ai laissé un message sur le répondeur, que je lui ai écrit une lettre par courrier. Il m'a jamais répondu. Son journaliste qui a fait l'affaire Cahuzac, M. Arfi, je lui ai écrit, j'ai laissé un message. Il m'a jamais répondu. Ces gens-là ne viennent même pas vous expliquer pourquoi. Mais chacun se garde bien, parmi cette gente, de vouloir bien expliquer pourquoi il ne s'intéresse pas au dossier. Voilà, il est bien évident qu'il est plus facile de braquer ses caméras sur les tennisman de Roland Garros, hein, ou sur les manifestations contre le mariage homosexuel, que de se pencher sur l'enquête justement des prédateurs sexuels. Voilà, à tout de suite, et bon visionnage pour ce film. Je regarde avec un collègue qui a mis comme moi 2 ans, moi j'ai mis 2 ans enquêter, lui aussi il a mis 2 ans à faire ce documentaire. Ces enfants sont notre avenir. C'est l'avenir de la société. Que ces enfants, la manière qu'ils ont été traités, peuvent devenir des bombes à retardement. Tous les week-ends que j'ai passés là-bas, je vivais un enfer. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. Je n'ai jamais vu un procès comme celui de Saint-Omer, où les défenseurs hurlaient dans la salle. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, j'ai vu tous ces avocats monter, tous ces avocats de la défense monter, tous en robe noire, avec le poids du groupe, le poids du nombre, contre un petit enfant, 12 ans, qui est seul. Bien, je peux vous dire que le haka des All Blacks, à côté de ça, c'est rien. C'est rien parce qu'en face, on n'a pas le 15 de l'équipe de France. On a un enfant. Ils ont essayé de m'égorger comme un mouton, comme un cochon. Mais faire fermer la bouche de l'enfant en l'impressionnant, ça, c'est tout sauf la justice. On est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de tous coupables à tous innocents. Incroyable, le juge d'instruction interrogé comme un malfaiteur. J'ai été comparé à un nazi. Il paraît que c'est une affaire qui a beaucoup intéressé le pouvoir politique. Entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. Et je ne comprends pas que mes confrères chroniqueurs judiciaires n'aient pas notamment crié au scandale quand à Saint-Omer, lors du premier procès, on a mis les enfants victimes dans le box des accusés pour des raisons de place et de commodité et de sauvegarde de la bonne gestion du budget. Et on a mis les accusés dans le public avec les avocats et les journalistes, ce qui favorise évidemment quelques accointances, quelques connivences, quelques complicités. Si vous deviez résumer d'une phrase votre thèse, telle que le démontre votre film, ce serait quoi ? Ce serait de dire aux auditeurs, on vous a menti, on vous a désinformé. On vous a caché par exemple que les enfants ont été installés dans le box des accusés et les accusés dans le public au contact des journalistes. Voilà, on a caché ça.